Les petits plats dans les grands, Laurence Fitoussi. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les mémoires culinaires d'une mère juive. Alors, c'est vraiment un grand cadeau pour nous, auditeurs, auditrices, amateurs, food cuisine ou voilà, de cuisine, de transmission, de générosité. Parce que nous recevons aujourd'hui une grande dame de la cuisine, j'ai nommé André Zana Murat. Bienvenue André. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un livre, vous allez nous raconter parce que c'est pas une réédition mais presque, c'est un deuxième livre. Et donc alors je vous le montre tout d'abord parce qu'il s'intitule Couscous, boulettes et fantaisie, et vous comprendrez les fantaisies. Et donc c'est une histoire de famille, de grand-mère, de mère, et puis André, son histoire, et ses enfants aussi qui continuent cette histoire magnifique. Donc, elle commence quand, cette histoire de famille ? À la naissance. Voilà. À ma naissance, avec moi, elle commence à ma naissance, évidemment. J'ai toujours vu des femmes cuisiner, j'ai toujours senti des odeurs dans la maison, j'ai toujours vu des mains bouger, pétrir une pâte, fabriquer des choses, et ça m'a toujours fascinée, mais on n'y était pas conviés, nous, les enfants, hein. On restait un peu à l'écart. Ça n'est qu'après on a été associés, devenus adultes, qu'on était associés. Aujourd'hui, on associe nos enfants. Plus jeunes. On trouve que c'est sympathique, c'est vivant, ça leur apprend plein de choses. Mais à l'époque, on était un petit peu les enfants rois. Pas vraiment, mais on n'était pas associés. Et donc, on a regardé ça. Certains s'en sont détachés, puis d'autres en ont fait leur miel comme moi. Enfin, moi, rien ne m'a échappé et j'ai toujours adoré ça. Vous parliez d'histoire de cuisine, c'est une histoire tout court, parce que c'est vrai que moi, je suis passionnée par la transmission. Ailleurs, on transmet d'autres choses, des savoir-faire, la menuiserie, je sais pas quoi, des artisanats, ou la réflexion philosophique, enfin la lecture. Enfin, tout ça, c'est une histoire de transmission. Et moi, c'est ça qui me plaît, c'est quand ça passe, pas forcément d'une famille, enfin d'un père à un fils ou d'une mère à une fille ou un croisement, mais tout court, que ça passe d'un individu à un autre, que les choses ne se perdent pas. Et on espère qu'elles se renforcent même en les transmettant. Avec le nombre de livres que vous avez écrits, André, ça va jamais se perdre et ça s'est, je pense, partagé dans le monde entier, parce que c'est des recettes qu'on trouve partout, les vôtres, et vous en parlez très bien. Et je ne peux pas m'empêcher de vous citer, parce que vous dites la cuisine et ses plaisirs, ce n'est évidemment pas que de la cuisine, c'est le témoin d'un groupe humain, d'une culture, d'une époque, de situations géographiques, d'exil et de nostalgie, bien sûr, parce que je trouve que dans la communauté juive tunisienne, il y a une grande nostalgie, et qui pour moi est associée à une vraie dolce vita, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. C'est que quand vous parlez de cuisine, vous parlez de votre culture, mais vous nous laissez une empreinte nostalgique d'un monde que vous avez vraiment aimé. Oui, parce que les souvenirs, par exemple, que j'ai... On allait à l'école, on venait nous chercher à l'école et on allait à la plage. Bon, déjà, c'est quand même une vie singulière. Donc, imaginez la place que la mer a dans ma vie et dans mes plaisirs, dans ma volupté à être à ce monde. Donc, on allait à la plage, on se baignait et on était affamés. On sortait de l'eau, il y avait des chichis, il y avait des fricassés, il y avait une marmite avec des pâtes à la sauce, il y avait une fourma au thon. Et on dévorait, et manger quand on crève de faim, quand on sort du bain et qu'il fait chaud, il y a 1000 plaisirs mêlés. C'est de la sensualité. Moi, j'ai écrit un texte à la fin qui est, pour moi, la Tunisie, c'est mon éveil à la sensualité et au plaisir. Voilà. Et donc, comment tout ça est lié? Il n'y a pas l'intellect et le sensuel, tout ça est lié. L'apprentissage et cette vie-là, c'était une vie très sensuelle, en réalité. Donc le contact de l'eau, les plaisirs, la lumière, le toucher du sable, enfin je sais pas, les odeurs, comment dire, le jasmin qu'on se mettait le soir quand les fleurs commençaient à embaumer, les femmes se mettaient un jasmin là dans le décolleté, les hommes à l'oreille. Enfin, c'est magnifique. Voilà. Donc c'est presque des images d'Épinal. Mais moi j'ai vu ça, j'ai vécu ça et j'adore, quoi.
Oui, c'est un voyage en fait. Ce que vous nous faites vivre avec ce livre et avec les autres, mais celui-là particulièrement parce qu'il est tout nouveau, c'est un voyage. Et dans le temps, et dans la culture, et dans ce dont vous parlez, cette sensualité. Et ce voyage, on a l'impression de le refaire avec vous. Donc c'est magnifique parce qu'en plus, pour vous, puis il y a aussi les traditions dont vous parlez. Et la cuisine, pour moi, c'est un langage universel et vous le tutoyez. Donc, c'est assez beau de Gentil. vous lire parce qu'il y a plusieurs chapitres. Et il y a même un chapitre sur l'eau parce que c'est quelque chose quand vous dites la mer. Mais vous avez même fait un chapitre sur l'eau que je trouve étonnant. Et donc, vous en parlez au début dans les différentes... Donc, ce livre, il est un peu construit comme un best-of de recettes. Alors, évidemment, ça commence par la kémia. Alors, la kémia, je pense que c'est déjà un monde en soi. Oui, parce que il suit le repas, hein, donc c'est de la kémia au sucré. Oui, la kémia, là aussi, sensualité, art de vivre, dolce vita, comme vous dites. Moi, je suis pas nostalgique, c'est en moi. C'est vraiment en moi et j'essaye de le perpétrer. C'est ça l'histoire. Ça, donc, tant qu'on n'oublie pas et qu'on le refait, c'est bien. Mais on commence un repas, enfin, c'est l'apéritif avec plein de petites choses. Tous les pays méditerranéens ont cette tradition. Hein. C'est les tapas, c'est les mezzés, c'est tout ça. Et ce sont des petites préparations. Mais alors, mises bout à bout, c'est franchement très long. Je ne dis pas le contraire, il y en a qui sont courtes, il y en a qui sont longues, mais ça vaut le coup. Mise côte à côte, on boit, on mange pour boire, on boit pour manger. Et puis à la fin, presque, on a dîné ou on a déjeuné. Parfois, ça suffit, c'est un repas. D'ailleurs, quand vous avez dans les restaurants tunisiens et qu'il vous reste une kémia démente, on n'a plus faim après, franchement. Ils le font moins maintenant. Mais ils le font moins. Oui, c'est vrai. Oui, par économie. Et c'est magnifique. Il y avait même des petites briques, il y avait des petits morceaux de merguez grillés, il y avait de tout ce qu'on veut. Donc, les odeurs, les couleurs, les textures, c'est une initiation au goût en soi, les mezzés. Il y a du cru, il y a du cuit, il y a du mou, il y a du croquant. Voilà, et les couleurs sont magnifiques. On peut faire ça avec plein de choses. On peut décliner à l'envie les hachlouks, les pickles. Enfin, nous, les pickles, c'était les variantes, tout ça. Exactement. Bon, c'est sans fin, quoi. Magnifique. Oui. Et donc, on a beaucoup de kémia. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous dites d'ailleurs, en fait, le minimum et le plus simple, c'est des amandes, des pistaches, donc, des olives. Voilà, des olives. Ça, c'est... On peut toujours faire une kémia. Exactement. Oui, on a ça à la avec maison. 3 fois rien. Oui. Mais quand on vous lit, on a toujours envie d'en faire plus. On se dit oui, tant voilà. mieux, c'est le but. Mais c'est vrai. Et je trouve qu'il y a une liberté. En fait, ce que je trouve dans la cuisine tunisienne, et en Tunisie, et chez les femmes en Tunisie, c'est qu'il y a cette liberté qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et elles prennent cette liberté de créer, d'interpréter, de démultiplier. Et c'est vrai qu'on va parler de la chouchouka ou même des briques. Quand vous parlez des briques, finalement, vous nous donnez envie de faire des briques avec tout ce qu'on a dans notre placard. Tout ce qu'on veut. Voilà, on peut exactement. Nous, on les faisait soit à l'œuf, soit sans rien, soit à l'œuf, soit farci avec des pommes de terre, juste du persil, du sel et un œuf, soit avec des avec du thon, soit avec de la viande, du poisson. Mais les briques, on peut les farcir à ce qu'on veut. Ah oui, plein de choses. On a bien goûté comment on appelle ça, les nems au chocolat. Ah oui. Et ben, c'est rien d'autre que des briques avec du chocolat frites. Exactement. Et c'est une base, en fait. Oui, c'est une base. C'est ce que vous nous offrez, une enveloppe, plein de bases. Et après, à nous d'enrichir. Alors déjà, on peut vous recopier, ce qui est déjà pas mal, parce que si on arrive à le faire, c'est déjà une très bonne cuisine et on est content. Mais c'est cette idée, voilà, d'avoir ces bases-là pour pouvoir s'exprimer. Et puis, je trouve que c'est intéressant. Alors après, dans la cuisine tunisienne aussi, il y a l'huile d'olive qui compte beaucoup. Alors, très bizarrement, ma mère ne cuisinait pas à l'huile d'olive. Elle ne m'a pas transmis ça au début, parce qu'en Tunisie, l'huile d'olive était très forte, très forte. Donc, elle était plus chic, alors elle cuisinait à l'huile d'arachide. Et puis, on a redécouvert l'huile d'olive, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un travail formidable sur l'huile d'olive.
Il y a différentes, il y en a des très légères, il y en a des très très fortes, et avec lesquelles on assaisonne. Les plus légères, on peut même frire. Moi, je fais tout à l'huile d'olive, moi, maintenant, parce qu'il y a du choix. Il y a différentes huiles d'olive. On en connaît la qualité, on en connaît l'origine, on sait comment elles ont été faites et tout. Et bon, parce que les bons produits, c'est quand même fondamental. Et moi, je cuisine à l'huile d'olive maintenant, parce que ça donne du goût aussi. Complètement. Quand c'est pas, parce qu'elle était tellement forte que ça tuait un peu les aliments. Mais là, maintenant, non. C'est parfait. Ce choix-là. C'est parfait pour... Donc, il y a l'huile d'olive, bon, il y a les pickles dont vous parliez, ces crudités qui servent de condiments. Et puis après, qui sont très à la mode aujourd'hui. Oui, maintenant, on en met partout. La fermentation, mais nous, au milieu du pickles, couscous, on avait le torchis de navet, les torchis, pour un aide peu à digérer, pimper, comme on dit maintenant, pimper, la petite bouchée de... Oui. Bah, les piments aussi, c'était déjà... Piments, voilà. C'est déjà nos petits... On va dire, c'est un peu comme un trou normand, je trouve. Oui, c'est ça. Aussi à Mais là, c'est l'acidulé des comment dire, des torchis et tout ça, c'est merveilleux. Moi, alors nous, aujourd'hui, on voit ça nous fait rire, mais c'est vrai qu'on a toujours été initiés à ça, au fait de mettre un peu... D'ailleurs, le citron, les agrumes, le citron, on en met partout. On arrose les viandes grillées, on arrose le poisson, évidemment, mais on arrose tout avec du citron. Même les soupes, les boulettes, citron aussi. sur mes boulettes, Voilà. j'adore. Et les soupes, enfin tout ça. Et aujourd'hui, on redécouvre tout ça, l'acidité. Mais nous, on a été initiés à l'acidité, parce que c'est vrai que la Tunisie regorgeait d'agrumes. Absolument. Alors, on trouve évidemment le pain aussi sous toutes ses formes. Là, c'est magnifique, de la challah à la babka, on en parlera. Le fameux Alors, la babka n'est pas tunisienne, non, évidemment. Non, mais vous ça, c'est un hommage à mes enfants. Voilà, c'est ça. On va le dire tout de suite, parce que vos enfants, à qui vous avez transmis sans doute alors moi je dis un matrimoine, parce que je trouve que la cuisine de famille, ce sont les femmes qui la transmettent. C'est passé par les femmes. Et effectivement, vous avez transmis à vos enfants qui ont créé cette marque Babka Zana. Voilà, mon fils cadet et sa femme ont créé Babka Zana. Il y a plusieurs années maintenant, ça a marché très fort, et puis mais ça continue. Ça continue. Et je l'ai, moi, intégré à mon matrimoine, puisque c'est comme ça qu'on dit. Donc, il ne me viendrait pas à l'idée dans ces traditions. Puis, ça ressemble, c'est fait avec de la pâte à challah, en fait. C'est la même pâte. Donc, c'est tout à fait facile de faire et son pain et son petit dessert avec la même pâte. Bon, il y a le fameux sandwich tunisien incontournable. Qu'on redécouvre aujourd'hui aussi, parce que personne ne connaissait. On le redécouvre aujourd'hui avec des jeunes chefs qui sont maintenant installés et qui ont été initiés par leur grand-mère, dans leur famille. Et puis, Julien Sebag fait le tunisien. Mon fils, dans Babka Zana, fait des sandwichs tunisiens dans la challah. Plein d'autres aussi. Puis plein de petits restaurants maintenant de jeunes. D'ailleurs, ça a sauté une génération. Vous avez remarqué, il a fallu digérer un peu l'histoire. Les enfants se sont un peu éloignés, et puis les petits-enfants redécouvrent, adorent, et puis ils adorent leurs grands-parents. Souvent, ils ont une relation très forte à leurs grands-parents. Souvent, ils sont élevés en partie par leurs grands-parents. Et c'est une façon de rendre hommage, et puis aussi de remettre en selle quelque chose qui fait partie de leur vie et qui leur ont, des choses qui ont procuré du plaisir. Et c'est aussi, je pense, cette tendance qui existe depuis très longtemps, qui est très inspirée de la street food que nous aimons. Complètement. C'est-à-dire que le sandwich tunisien, on le trouve partout en Tunisie. Les fricassés, les chichis, nous, la street food, il y avait des petites cabanes où on faisait des grillades à chaque coin de rue, on dégustait des choses, voilà. Donc c'est ça, ils viennent s'inspirer, effectivement. Puis la pizza aussi, parce que bon, elle est italienne, mais elle est surtout tunisienne. Elle est italo-tunisienne parce que nous, on est originaire d'Italie. Nos familles, pour ce qui nous concerne, un peu turc, un petit quart turc et puis 3 quarts italien. Mais la Tunisie, la pizza en Tunisie, c'est un plat de base. Il n'y a pas une fête, il n'y a pas un buffet sans pizza. Mais elle est particulière, elle a une pâte un peu épaisse, mais quand même moelleuse. Et puis, il y a cette sauce tomate qui est un peu séchée. Et puis, il y a du thon, souvent, il y a des olives, des capres. Elle est à la mode tunisienne. Voilà, exactement. Exactement. Alors, je voulais revenir sur un sujet qui m'a étonnée, c'est la tchakchouka. Parce que vous dites, elle est originaire de Tunisie.
Alors là, je me suis dit, il y a pile-poule, il y a débat. Je pense que si j'écris ça, tout le monde va me tomber dessus. Alors racontez-moi, parce que je n'ai jamais imaginé. J'ai toujours lu que ça venait des pays Oui, du Levant. oui, bah, c'est-à-dire que vous savez, les pays du Oui, Levant, c'est pas loin c'est non aussi plus, des hein. gens qui ont Qui ont bougé, voyagé. qui arrivent d'ailleurs. Mmh. Donc, certains sont arrivés de Tunisie. Mais non, en fait, mais c'est comme la salade israélienne. C'est Oui. une salade tajida. Bah oui, complètement. Couper plus gros et manger toute la journée avec ce qu'on a, des concombres, des tomates, des crudités. C'est l'équivalent de la salade grecque, c'est Bien sûr. l'équivalent de la salade niçoise. On a Voilà. tous notre salade de crudités. Les tomates, Au départ, c'était cette fromage, bien sûr. slatagida qui était Mhm. coupée tout petit. Moi, je l'aime comme ça. Et puis voilà. Mais la shakshuka, c'est pareil. En Tunisie, c'était une façon d'accommoder des légumes. Les légumes qui restaient. Mhm. Alors en hiver, c'est des pommes de terre. Hein, bon, là, on prend ce qu'il y a. L'été, c'est des tomates, et des aubergines, ce qu'on veut. Enfin, l'hiver, c'était aussi des petits bouquets de choux-fleurs, des choses comme ça. Enfin, chaque saison avait ses légumes. On faisait on prenait à la limite, c'était de la récup. Hein, on prenait ce qui restait On recyclait, oui. au fond du frigo. Et puis, oignons, ail toujours, un peu de tomate ou pas d'ailleurs. Et puis, ces légumes revenus, fricassés de légumes, eh ben, on cassait des œufs, puis ça faisait un repas complet. On faisait un petit trou, on le mettait on faisait un petit trou, puis on cassait des œufs. Et puis petit à petit, elle est partie et elle s'est transformée. On y trouve maintenant essentiellement, enfin dans celle qu'on fait aujourd'hui, rien n'empêche de la faire comme on la faisait autrefois, mais on y trouve essentiellement de l'oignon, de l'ail, de la tomate et des poivrons, avec de la coriandre fraîche, avec du cumin. Et petit à petit, elle est devenue comme ça, comme une chose un peu épaisse, assez sirupeuse. Et puis, on fait des trous et on met des œufs. Mais moi, je l'adore comme ça aussi. Mais voilà, elle s'est transformée. Mais ça, c'est l'histoire de la cuisine. Hein. Ça, il y a beaucoup de plats. Vous savez, souvent... Moi, chez des amis iraniens, j'ai goûté un plat qui s'appelle, je ne saurais pas le prononcer, c'est Hormet Sobzi, je crois, un truc comme ça. C'est notre msoki, c'est comme un msoki. Oui, parce que tout à coup, les herbes, les légumes, un peu de viande, etc. Et puis on dit, tiens, il y a des choses qui, comme ça, il y a des fils tendus à travers les communautés, à travers les peuples, et on retrouve des choses quand on a des produits communs. On finit par les cuisiner comme ci, comme ça, et il y a des choses qui se ressemblent, même si... Parce que le msouki, c'est quand même très rattaché à la fête de Pessah. Tout à fait. Au printemps, parce que c'est que les petits légumes de printemps. Tout ce qui est nouveau. Voilà, exactement, les oignons nouveaux, les petits pois frais et tout ça. Donc c'est étonnant, parce que nous, en plus, alors certains le font et d'autres pas, mais nous, on cassait de la galette, du pain azim dans notre msouki, qu'on appelait un petit peu différemment de mon côté à Constantine, on appelait ça le rmo, mais c'était le même principe, quoi. C'était exactement ça. Donc pour moi, c'était un plat presque, je vais dire... vraiment juif, parce que c'est le plat de Pessah, puisqu'on rajoute du pain azim, alors que le pain azim, c'est vraiment là pour le coup... Oui, mais c'est notre... qu'est-ce qu'on peut dire? C'est comme un minestrone. C'est comme notre minestrone où on aurait mis de la viande. Et comme c'est Pâques et qu'on ne peut pas mettre des pâtes, on casse des galettes qui gonflent là-dedans. Et c'est absolument divin. Moi, c'est un de mes plats préférés. Ah, voilà, j'allais y venir. Vos plats préférés. Votre Madeleine de Proust, ça serait quoi? Un chichi chaud en sortant de l'eau. Ah, voilà. Ah, ouais. C'est ce que c'est. Bon, mais c'est vrai que je préfère les mets salés, je préfère les plats salés. Mais non, ça c'est comme ça, une petite envie, là, tout de suite, voilà. je dévorais. Alors, André, une petite recette, là, pour nos auditeurs. Quelque chose qui se fait rapidement, qui est... Non, c'est vrai que un plat comme ça, moi, à midi, par exemple, il me restait des petites tomates cerises d'un apéritif. Et j'ai toujours un pot avec des gousses d'ail épluchées, préparées, parce que j'en utilise beaucoup, donc je n'ai pas envie d'en éplucher toute la journée. J'ai émincé l'ail, j'ai mis un peu de concentré de tomate, ces petites tomates cerises coupées en deux, de l'huile d'olive, j'ai mélangé tout ça, et puis j'ai fait une poignée de pâtes, et j'ai mangé ça. Mais à partir de là, c'est ça qui est formidable dans la cuisine, c'est que vous ajoutez une petite cuillère à café de graines de fenouil. Vous faites des petites boulettes avec de la viande, où vous mettez aussi des petites graines de fenouil, vous les jetez dedans, toutes petites, vous les jetez dedans dans la sauce.
elles cuisent et vous faites des pâtes merveilleuses, mais vous pouvez aussi griller quelques merguez et puis les couper en tronçons et les poser sur vos pâtes à la sauce. Enfin, il y a mille et une façons d'utiliser ces... Enfin, moi, j'adore. Tomates, ail, huile d'olive. Déjà, c'est une base. Déjà, Voilà. c'est génial. Déjà, Et cru aussi. Cru, oui, bien sûr. Avec du pain, il n'y a pas mieux. Mais même moi, j'aimais bien aussi des tomates, donc une préparation crue sur des pâtes chaudes. Et je trouve que le bien côté sûr. chaud-froid... Ben moi, j'ai un petit livre qui va sortir en mai prochain sur l'été passe, les recettes restent. Oui. C'est une numéro 2. Oui, on n'en fera pas d'autres. Hein. C'est une suite parce que le premier avait bien marché. On en a demandé d'autres. Et ben il y a les pâtes crues, la sauce crue. C'est une sauce froide pour des pâtes chaudes. Hein. On jette les pâtes dans une sauce de crue, enfin avec tomates et persil, huile d'olive, tout ça. Et il n'y a rien de meilleur. Rien de meilleur. Alors j'ai un souvenir, moi, quand j'ai découvert la cuisine tunisienne, qui, alors je ne sais pas si c'était parce que j'étais jeune, enfin un peu plus qu'adolescente, c'est le complet poisson. Ah oui. Oh. Alors ça, je pense que quand on est enfant, c'est le plat qui réjouit. Parce que, bon, d'abord, c'est pas évident de manger du poisson chez les enfants, mais là, il est complété, puisqu'il s'appelle complet, moi je pense que ça veut dire qu'il était complété par tout ce qu'il y avait autour. Et il y a des frites ou des chips, donc déjà on a gagné c'est le cœur des réjouissant enfants. quand même à regarder cette assiette, elle est merveilleuse. C'est magnifique. Oui. Ça et l'assiette tunisienne, mais ça c'est un peu différent, mais j'adore ça. Non, moi je dirais que j'y pensais parce que je dirais que c'est le pendant... Avec du thon, avec un œuf, c'est un peu le même principe d'assemblage, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des crudités, on met quelque chose de cuit, on met un œuf, et là on met du poisson. Exact. Il y a la tastira qui est comme une marmouma, mais frite. Voilà. Poivrons, tomates, frites, beaucoup de poivrons verts. Hein. Aujourd'hui, les gens ils mangent moins de poivrons verts parce que c'est amer, mais nous on adore la mer aussi. Oui, c'est vrai, l'amertume. Ça, c'est l'amertume comme l'acidité, c'est très important. Oui. C'est intéressant parce que ça vient rompre des fois le côté trop douceâtre. Voilà, exactement. Écœurant, oui. Ouais. Voilà, alors ça, c'était mes best-of, le complet poisson, l'assiette tunisienne. Et puis, quand on sortait aussi, pour les femmes, c'était un peu le signe qu'elles n'allaient pas cuisiner, parce qu'elles adoraient cuisiner, mais quand même, elles cuisinaient beaucoup. Alors, à un moment donné, c'est bien de se laisser gâter. Donc, on allait au restaurant et on commandait un complet poisson. Et alors, c'est pareil, selon la saison, selon ce qu'il y avait, selon la pêche, c'était du thon, c'était des rougets, c'était... voilà. Et puis, on avait la tastira, l'œuf, les chips. Et alors, dans les chips, quand même, quelques rondelles de courgettes. Ah! Vous n'avez jamais... Non, je ne connais pas ça. Alors, on faisait frire en même temps des rondelles de pommes de terre et très fines et des rondelles ensemble, avec les courgettes un peu moins que les pommes de terre. Mais ça vient aussi, là, réveiller la chips et lui donner quelque chose de frais. Magnifique. Alors, il y a le sucré aussi, parce que là, j'en ai parlé beaucoup à part la babka. Voilà, oui, un continent, absolument. Parce que y a beaucoup de choses intéressantes dans le côté sucré. Bon, il y a le miel, évidemment, mais il y a toutes les amandes, les pistaches avec lesquelles on fait des desserts magnifiques. Moi, je sais que j'ai en tête l'harissa. L'harissa, c'est magnifique. Enfin, j'ai jamais essayé encore. Mais... On a 2-3 gâteaux qui sont assez semblables. Alors, l'un... à l'amande, l'harissa. Et il y a aussi le bocadidama avec les pistaches. Ça, c'est une merveille. Ah, il est très beau en plus. Hein. Voilà, on peut faire la même chose avec des noisettes, on peut faire la même chose avec n'importe quel fruit à coque. Mais oui, en Tunisie, d'abord, c'était des choses qu'on gardait à la maison. Il y avait beaucoup d'amandes, il y avait beaucoup de pistaches. On les mangeait à l'apéritif, déjà. Et on en faisait des gâteaux, évidemment. Ce sont des gâteaux qui se gardent parce qu'on les arrose de miel. Alors, ce n'était pas du miel. C'était du sirop, aromatisé avec des écorces d'orange, de citron, voilà. Donc, c'est moins écœurant. Mais d'ailleurs, rien n'empêche de couper ce sirop que l'on faisait avec un peu de miel pour le relever. Mais c'était des gâteaux qui étaient frits et arrosés de sirop. Alors, on ne parle pas de calories, on n'en parle pas. Mais, surtout après la kémia, le complet mais c'est des poisson. choses qui se gardaient. Et je remarque aussi que dans toute cette cuisine, c'est une cuisine avec le vinaigre qui conserve aussi, alors que le citron peut faire tourner si on ne mange pas tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui relèvent du fait de conserver, du fait de garder, de faire durer, parce qu'on n'avait pas les frigos, il faisait chaud, bon voilà.
Mais ça, effectivement, ça revient, alors que nous Et ça avons les modifie frérots. une Mais cuisine. complètement. Il y a des choses qui sont faites parce que, avec du vinaigre, par exemple, Mhm. et ça a duré plus longtemps. Mais du coup, ça apportait un goût extraordinaire. Alors qu'au départ, la C'était volonté, pas, c'était oui, de les de les garder. conserver, bien Mais, sûr. mais c'est intéressant parce Mm. que la cuisine évolue comme Bien ça. sûr. Bah, c'est de la chimie Bah aussi, oui. hein, ça démarre par ça. Bon, après, je voudrais vraiment continuer, mais le temps nous presse. Mais effectivement, voilà, il y a la Minina, la fameuse Minina, c'est quand même toute une Voilà, histoire. alors Ça, celle-là, c'est... elle est diète, hein. Ah ouais. Celle-là, Oui, on peut ça la va. manger tout C'est le des temps, hein, œufs, du avec une grosse poulet, salade donc verte, c'est les magnifique. boulettes, qui est mon point faible, bon, ça, au fenouil, je vais les tester. Bon, les couscous, évidemment, le couscous au poisson, c'est typiquement tunisien. Typiquement Ah ouais, alors tunisien. là, vraiment, Oui. c'est excellentissime. On a une côte tellement, on avait une côte tellement, tellement longue, il y avait tellement de Oui, poissons que quelle chance. Mm. on le fait à peu près comme le couscous à la Oui, viande, hein. même les Mais boulettes. Moi, je fais les à peu près de la boulettes, même façon. Les voilà, boulettes de poisson, c'est une bien déclinaison, sûr. c'est délicieux. Ouais. Et on avait aussi un couscous, vous savez, le fawr, farci à la sardine. Ah oui, j'ai Avec vu la... ça. Oh, Ah c'est ouais, alors comme un gâteau avec des couches de farce à la sardine, des couches de couscous qui cuit à la vapeur, et on fait un petit bouillon très corsé pour arroser ça, c'est c'est magnifique. Ouais. somptueux. Bon, alors la dernière chose dont on va parler, c'est la bourra de Sousse, Oh, Zana. ben oui, Alors, la bourra Zana. Vous savez que chez mon éditeur, le jeune homme qui a fait la direction artistique du livre me racontait que chez sa grand-mère, dans sa maison de vacances en Espagne, sur la Costa Brava, il y avait sur une étagère une bouteille de bourra Zana. ah, Alors, il est plus jeune que moi, ce garçon. Ça m'a tellement... Il pensait que c'était une blague. Enfin bref. Donc, non, moi j'ai encore l'étiquette. Elle est dans le j'ai vu, livre, elle on est la voit, magnifique. exactement. Mais on faisait de la bourra. C'était la profession de mes parents. Bon, il y avait un alambic. On habitait au-dessus de l'alambic, d'ailleurs. Et puis, faute de combattants, elle est devenue Bokobza sur toute, Bah sur, oui. sur toute la Tunisie. Elle était Zana au sud et Bokobza au nord. Et puis, bon. Et puis elle est devenue Bokobza, mais c'est très bien. Enfin, Vous avez des c'est projets, André, deux. pour la suite? Parce qu'il y a ce livre, il y en a déjà un Il y autre que a, vous m'avez vous annoncé. savez, il y a Mais le gros livre de cuisine, le livre de cuisine. Du coup, je vais refaire la même chose. Je vais le retraverser parce qu'en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Du point de vue des produits, la cuisine levantine a beaucoup bien sûr. influencé et les restaurateurs et notre façon de... Le végétal a pris beaucoup de place Oui. aussi. Il y a mille et une façons. Ça a donné une espèce d'inventivité pour aménager les légumes. Donc, beaucoup de choses ont changé. Il y a les sacs en plastique disparaissent, les revêtements anti-adhésifs disparaissent. oui. Enfin, il y a des tas de normes aussi qui font que on fait attention. Donc, je le retraverse complètement parce Allez. qu'il a 20 ans aussi. Bah oui. Alors moi, j'espère qu'on vous a mis l'eau à la bouche. Vraiment, si vous devez faire un cadeau, si vous devez en avoir qu'un seul, Couscous, boulettes et fantaisie d'André Zana, qu'on recevra probablement pour les prochains carnets Avec plaisir. dans quelques De mois. l'été. Et merci beaucoup. Vraiment, j'étais ravie de vous accueillir. Et Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.